Imaginez une seconde, la Russie, telle qu'on la connaît, eh bien, pouf, elle disparaît de la carte. Ce n'est pas de la science-fiction, non, c'est une théorie choc qu'on décortique aujourd'hui et qui est basée sur une analyse du journal Le Diplomate. L'idée, ce serait rien de moins que la dislocation totale de la Fédération de Russie. Alors, la question, elle est là, brute, directe et assez provocante, il faut le dire. Est-ce que c'est vraiment possible de démanteler la Fédération de Russie ? Ça nous amène à l'élément le plus visuel, le plus frappant de cette théorie. Cette carte, on ne parle pas de juste bouger quelques frontières, non. On parle de pulvériser carrément le plus grand pays du monde en plus de 40 nouveaux petits États. Alors la question qui vient tout de suite, c'est « mais qui peut bien être derrière une idée aussi radicale ?» L'article pointe du doigt une organisation à nom assez évocateur, le Forum des Nations Libres de la Post-Russie. Bon, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce forum ? Ok, alors ce forum, c'est intéressant parce qu'il a deux facettes. D'un côté, sur le papier, c'est un espace démocratique pour les peuples qui se sentiraient opprimés en Russie. Mais l'analyse de l'article, elle, est bien différente. Elle y voit plutôt un instrument, un véhicule d'ingénierie géopolitique. L'objectif ? Atomiser la puissance russe. Et ça passerait par la création d'États comme la République de Sibérie, le Tatarstan, l'Ingrie et bien d'autres. Bon, mais une idée pareille, ça ne sort pas d'un chapeau, on est d'accord. Alors, qui sont les architectes de ce projet de dislocation ? L'article remonte le fil et on va voir qu'il y a des partisans historiques et d'autres beaucoup plus modernes. Et là, l'article nous fait faire un bond dans le temps jusqu'à l'Union pan-européenne internationale. Pensez-y, une organisation fondée en 1923, il y a plus d'un siècle, pour unir l'Europe et éviter les guerres. Et selon l'auteur, certaines de ces branches travailleraient aujourd'hui à la dislocation d'un pays. C'est quand même un sacré paradoxe. Et cette idée, parfois, elle n'est même pas cachée. L'article s'appuie sur cette citation de Kaja Kallas, qui était alors vice-présidente de l'UE. Quand elle parle d'une opportunité de repenser la carte de l'Europe de l'Est, eh bien pour l'auteur de l'article, les mots sont clairs. Ce n'est pas juste une phrase en l'air, c'est la preuve d'une réelle ambition de redessiner la région. Évidemment, de l'autre côté, à Moscou, comment est-ce que tout ça est perçu ? Alors là, pas de surprise. L'article nous explique que la lecture est limpide, c'est vu comme un complot occidental, une pure stratégie de déstabilisation. On a donc deux visions qui s'affrontent totalement. D'un côté, le forum qui parle d'autodétermination, de décolonisation, de libération des peuples, et de l'autre, la vision russe telle que décrite dans l'article, une manœuvre néo-impérialiste en fait pour créer le chaos et mettre la main sur les ressources du pays. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette crainte, elle ne viendrait pas seulement du Kremlin. L'article insiste sur le fait que même dans les régions avec une forte identité culturelle, eh bien l'idée du séparatisme ne prend pas vraiment. Pourquoi ? Tout simplement par peur du chaos, la peur de ce qu'on appelle une balkanisation, qui finalement ne profiterait qu'à des puissances extérieures. C'est là que l'article sort un argument de poids. Il prend l'exemple de l'Ukraine et le présente comme une sorte de laboratoire, un modèle qui pourrait ensuite être appliqué à une Russie fragmentée. Alors, quel est ce modèle de transformation économique décrit dans l'article ? C'est un processus en 3 temps. D'abord, on signe un accord d'association avec l'Union européenne. Ensuite, deuxième étape, on lance des privatisations massives des bijoux de famille, les actifs stratégiques de l'État. Et enfin, troisième étape, on facilite la prise de contrôle par des grands groupes étrangers, le capital transnational. Et là, l'auteur ne reste pas dans la théorie. Il donne des noms bien concrets pour l'Ukraine. On parle de BlackRock, qui pilote une partie de la reconstruction, de Xavier Niel, qui est devenu le premier investisseur étranger du pays, d'entreprises publiques clés qui ont été cédées, et même de l'administration américaine qui voit en l'Ukraine une alternative à l'Asie pour les terres rares, un enjeu stratégique majeur. D'accord, mais alors, si on prend un peu de recul, quel serait le but ultime de toute cette opération ? C'est là que l'analyse devient vraiment globale. Le cœur de la thèse de l'article, le voici. L'objectif final serait de remplacer les grands États-nations qui sont forts et souverains par une sorte de mosaïque de tout petits pays. Des pays qui seraient par définition trop faibles pour pouvoir résister aux appétits des grands intérêts économiques mondiaux. Ce qu'on verrait, c'est un vrai basculement du pouvoir. La souveraineté des États-nations, elle, s'effondrerait, et en parallèle, l'influence des grandes entreprises transnationales et des institutions supranationales, elle, monterait en flèche. Un changement complet de paradigme. Et c'est l'auteur de l'article lui-même, Alexandre Raoult, qui conclut avec cette mise en garde assez glaçante. Il dit que ce qui est décrit ici pourrait bien être un aperçu du sort qui serait réservé à une Russie éclatée si ces projets globalistes réussissaient. Et on termine donc sur cette question qui va bien au-delà du cas de la Russie. La question que pose l'article, c'est « Se dirige-t-on vers un monde qui serait gouverné sans les peuples ?» Une interrogation qui touche au cœur même de ce que signifie la souveraineté et la démocratie aujourd'hui.